on va discuter avec Dr Alexandre Morin, qui est praticien hospitalier en neurologie et en psychiatrie. En fait, il a un poste partagé à mi-temps entre le CHU de Rouen et l'hôpital du Rouvray, où je travaille également. Et moi, je suis chef de clinique en psychiatrie de la personne âgée à Rouen. Donc aujourd'hui, on vous fait un topo sur des situations frontières entre la neurologie et la psychiatrie. Et du coup, on va aborder vraiment spécifiquement quelles pathologies évoquer et comment les explorer à travers notamment 3 cas cliniques. Hop. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde. Souvent... Ah oui, vas-y, si tu voulais dire un mot, Alexandre. Non, pas du tout, juste dire bonjour. Et le seul truc, c'est que tu me fais un petit top éventuellement si je me rappelle pas quand je commence parce qu'il n'y a pas les commentaires où on dit qui parle à quel moment. Tu veux que je te passe le relais à chaque fois? Non, mais normalement je sais, mais au cas où si tu vois que je parle pas, tu peux me dire top. Ça marche. Donc, ce que je disais, c'est que souvent, quand on est devant un patient, qu'on soit en neurologie ou en psychiatrie, on peut être devant un dilemme. C'est-à-dire que on peut avoir au premier plan des symptômes psychiatriques qui révèlent une maladie neurologique. On peut avoir ce qu'on a en petit A. Au petit B, on peut avoir des apparitions de symptômes neurologiques, plus souvent cognitifs, dans le cadre d'une maladie psychiatrique ancienne, pouvant parfois conduire au diagnostic d'une pathologie neurologique surajoutée. Et en C, on peut avoir l'apparition de symptômes psychiatriques au cours d'une maladie neurologique diagnostiquée. Ça fait plusieurs cas de figure. Et dans ce contexte, c'est quand même pas pratique pour porter avec la flèche. Dans ce contexte, on sait que les pathologies psychiatriques sont des maladies fréquentes, que les pathologies neurologiques à expression psychiatrique sont rares, un diagnostic difficile reposant sur des examens coûteux. Et il y a eu la fin de la neuropsychiatrie en 1968. Bon, c'est une chose. Et donc en cela, quand même, actuellement, les objectifs généraux, quand même, quand on vient face à ces patients-là, c'est de cibler la clinique, la neuropsychologie, l'imagerie, et de dépister efficacement, avec des examens rentables et spécifiques, dans le but d'améliorer la prise en charge, diminuer la iatrogénie et mieux comprendre les pathologies, et aussi mieux comprendre le fonctionnement cérébral. C'est un peu aussi ce qu'on cherche. Si tu veux parler même... Donc je vais vous faire l'exemple d'une patiente qu'on a vue récemment. Et juste, je complète sur les séparations. En effet, avant, c'était une seule et même spécialité. Et maintenant, on considère que la psychiatrie, c'est plutôt les gens qui s'occupent, on va dire, du fonctionnel, alors que les neurologues s'occupent du lésionnel, mais ce qui est probablement, comme on va le voir, une dichotomie qui est assez, en tout cas ancienne et qui a peut-être de moins en moins lieu d'exister. Du coup, Madame S, c'est une patiente qui avait une cinquantaine d'années. On vous a volontairement pas mis les vidéos parce que comme c'est enregistré YouTube, c'est peut-être pas l'idéal, mais on va vous raconter les histoires. Donc, Madame S, elle avait une cinquantaine d'années. Elle a présenté au travail quelque chose qui ressemblait assez fort à un burn-out. Elle a été un peu harcelée au travail et puis elle a commencé à être triste, puis très irritable, puis de devenir apathique. Et les gens se sont posés à ce moment la question d'une dépression et il y avait pas mal de symptômes qui allaient pour. Et puis, les choses ont même évolué de plus en plus sévèrement sur un mode qualifié de dépression, où elle a été même jusqu'à avoir une négation d'organes, où elle explique que son intestin ne fonctionne pas, et plus intéressant, elle explique que son cerveau s'arrête de fonctionner, que son cerveau, elle ne sait pas pourquoi, mais son cerveau ne fonctionne pas. La famille décrit une anesthésie affective, un manque d'entrain dans le quotidien, un manque de prise de décision, et en même temps, ils décrivent des choses un peu plus étranges, c'est qu'elle se met à avoir des choses assez, ce qu'on peut appeler stéréotypées. Elle se met à faire toujours les mêmes chemins dans sa maison. Elle tourne 20 à 30 fois autour de la même table sans but. Elle va passer des heures et des heures sur le même jeu sur une tablette. Elle peut des fois être assise sur une chaise et passer quasiment 8 heures à jouer au même jeu sur la tablette en se coupant complètement du monde. Et puis, elle va se mettre à acheter de plus en plus de nourriture, surtout des choses dans les magasins dont on n'a pas besoin,
peut-être par peur de manquer, mais aussi sans vraiment de raison particulière. Et du coup, chez cette patiente, on s'est posé la question, est-ce que les éléments sont plutôt des éléments de la dépression, ou est-ce qu'il y a des éléments qui dépassent cette dépression? Et du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. Après, on parlera du diagnostic particulier de cette patiente-là. Du coup, je pense que tu peux passer, Victor, il y a la diapo normalement avec... Donc, face à ce type de patient, du coup, comment s'orienter cliniquement? Là, on va vous présenter plutôt l'exemple du syndrome frontal. Donc, vous savez que il y a des points communs entre le syndrome dépressif et le syndrome frontal, d'un comportemental plutôt inhibé, avec notamment l'apathie, l'émoussement affectif. Il peut y avoir une certaine indifférence, une perte d'empathie, un ralentissement psychomoteur. Les symptômes sont assez peu spécifiques. Et si on se penche sur une sémiologie un peu plus fine, il y a quand même quelques différences. Dans les symptômes dépressifs, on retrouvera quand même des antécédents personnels ou familiaux psychiatriques, comme par exemple des manies dans la famille, une dépression bipolaire. Les symptômes quand même durent plusieurs semaines jusqu'à quelques mois et sont résolutifs pour la plupart des cas quand on reprend l'histoire. Et on peut quand même mettre un drapeau rouge quand l'épisode arrive après 40 ans. On va souvent rechercher quand même du côté d'une dépression secondaire. Parmi les autres symptômes, dans la dépression, on va quand même souvent retrouver des ruminations anxieuses, une perte d'appétit, des idées noires, des idées d'origine dans les dépressions caractéristiques mélancoliques, et un caractère assez égocentré. Dans le syndrome frontal, avec un comportement plutôt, variant comportemental inhibé, les antécédents personnels ou familiaux, surtout familiaux, on aura des troubles neurologiques dans la famille, des troubles du comportement. Et les phénomènes arriveront de manière plus aiguë ou alors dans le temps, et en fait c'est un phénomène aigu qui va faire que la famille va nous amener le patient. Et quand on discute avec le patient, on aura plutôt cette sensation de vide, c'est-à-dire que quand on lui demande un peu d'avoir une introspection sur ce qu'il peut ressentir, il va dire je sais pas, ou alors il y a rien. On va avoir aussi des modifications sur le plan de l'alimentation, là où on aura plutôt une hyperoralité, c'est-à-dire par exemple une fixation sur les aliments qu'ils mangeaient pas avant, ou manger plus que d'habitude, des comportements stéréotypés, peu d'intentionnalité suicidaire au final, même si ça peut arriver. Et pour le syndrome frontal, on parlera plutôt d'anosognosie, parce que le patient finalement ne sera pas conscient de ces troubles. C'est plutôt la famille et les proches qui vont avoir la plainte principale. Ensuite, si toujours dans l'exemple du syndrome frontal, si on veut le comparer au syndrome maniaque, donc là plutôt un comportemental plutôt désinhibé, donc ce qu'on va constater, c'est une humeur euphorique, expansive, irritable, une logorrhée, une fuite des idées, une distractibilité, une impulsivité, des conduites à risque, un impact fonctionnel important, qu'il soit social ou professionnel, des caractéristiques psychotiques et toujours la nosognosie. Et si cette fois-ci on différencie vraiment finement la sémiologie, on retrouve, comme dans la dépression, dans le syndrome maniaque, du coup une variation quand même des troubles qui pouvaient être présentes depuis nettement plus jeune, une histoire familiale de troubles de l'humeur, et dans ce contexte-là de manie, on aura des troubles du sommeil, des consommations toxiques, souvent de l'alcool quand même, une excitation psychomotrice orientée vers un but, une tachypsychie, donc des idées de grandeur, et plutôt des interprétations. On a l'insomnie sans fatigue, qui est un symptôme phare, et on se rend compte quand même que dans les troubles bipolaires, il y a des troubles cognitifs qui apparaissent assez tardivement, mais qui apparaissent et sont de plus en plus étudiés. Dans le syndrome frontal, il y a plutôt un contexte somatique. Si le patient est désinhibé, elle est plutôt non orientée vers un but.
Là, on parlera plutôt donc d'apathie, de pseudo-TOC, avec des mouvements assez stéréotypés et un collectionnisme. Typiquement, c'est le patient que vous allez voir en entretien. Vous lui prenez un tas de feuilles, vous lui donnez des feuilles, il va toutes les prendre sans poser aucune question. Il peut y avoir des délires de persécution sur des incompréhensions, des hallucinations visuelles, une fatigue importante, contrairement au maniaque qui, lui, ne sera pas du tout fatigué. Et là peut se poser quand même la question de trouble cognitif quand même plus spécifique que dans la manie. Et donc, face aux étiquettes, il faut pouvoir être flexible et pouvoir repenser le diagnostic. C'est-à-dire, devant un diagnostic de schizophrénie pharmacorésistante, de trouble schizoaffectif ou d'état mixte, qui répond pas au traitement, doit se poser quand même la question de la forme frontale, une confusion, notamment s'il y a une inhibition importante et des hallucinations, surtout visuelles. Devant un diagnostic de trouble dépressif récurrent pharmacorésistant, peut-être se poser la question d'une apathie. Devant un TOC qui répond pas, surtout qui apparaît tardivement, se poser la question de stéréotypie frontale. Devant un trouble hystériforme, histrionique, maintenant on dit plus trop hystérie, se poser la question d'une inhibition, d'un puérilisme, si il apparaît tardivement et que ça n'a jamais choqué les proches auparavant. Dans le contexte de polytoxicomanie chronique, les inhibitions, stéréotypie frontale qui doivent faire quand même évoquer une forme de Korsakoff. Et dans les troubles du comportement alimentaire, pareil, on reste sur l'hyperoralité, surtout s'ils arrivent tardivement. Et dans le trouble du spectre de l'autisme et TDAH, c'est quand même plus complexe. Et quand j'avais fait un peu la revue dans le trouble du spectre de l'autisme, il y avait des données assez partagées, mais ils avaient l'air de dire quand même que il y aurait moins de troubles neurocognitifs dans le trouble du spectre de l'autisme. Voilà. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à tout ça, Alexandre? Non, ça c'est clair. Sur syndrome syndrome frontal, dépression, syndrome frontal et manie, il y a un truc dans tous les symptômes qu'on a vus, c'est que les patients quand même psychiatriques, ils sont plus productifs dans un sens. C'est-à-dire que quand ils sont tristes, ils vont vraiment ruminer sur certaines choses, ils vont avoir des idées de ruines, ils vont vraiment élaborer, alors que le patient frontal, parce que c'est une atteinte cognitive assez atteinte, en fait, il est assez vide de sens finalement. Le frontal désinhibé, que vous voyez dans les services, finalement, il raconte un peu n'importe quoi, mais il y a pas de projet de grandeur, il n'y a pas des choses qui sont un peu construites parce qu'il y a cette atteinte cognitive qui fait que voilà, il y a pas on est plutôt devant un vide que devant une production, mais dans le comportement final, en fait, ça se ressemble quand même beaucoup. Sinon, ça me va. Et je crois que c'est à moi, non? Ah oui, Ouais. Donc, je reviens un peu sur le cortex préfrontal parce que c'est probablement cette partie du cerveau qui fait qu'il y a une interface assez forte entre la neurologie et la psychiatrie parce qu'il y a des maladies neurologiques dans lesquelles le cortex préfrontal est atteint. Et puis, il y a des maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, la manie, où il y a une atteinte fonctionnelle de ce cortex préfrontal. Donc, à quoi il sert le cortex préfrontal? Il sert notamment à réguler les comportements qui sont dirigés vers un but, c'est-à-dire comment on agit finalement dans le quotidien, comment on agit face aux autres. Et puis, on sépare sur le plan anatomique, on va dire, deux zones du cortex préfrontal. La zone qui est en bleu, qui est plutôt le cortex préfrontal dorsolatéral. Je ne sais pas si ça... Non, je peux pas vraiment montrer. Mais d'accord, la zone qui est en bleu, donc plutôt externe, qui est plutôt le cortex préfrontal dorsolatéral. Lui, c'est plutôt les fonctions cognitives qu'on appelle la cognition froide. C'est plutôt dans les bilans neuropsychologiques ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la mémoire de travail, comment on est capable d'organiser nos pensées, comment on est capable d'être flexible entre une idée et une autre.
Et puis, il y a le cortex orbitofrontal et singulaire antérieur qui vont avoir plutôt des rôles dans les fonctions comportementales, ce qu'on appelle des fois la cognition chaude, c'est-à-dire intégrer les émotions, les comprendre, prendre des décisions par rapport à ces émotions, s'intégrer dans un contexte social, interférer, inférer les états mentaux des autres, et puis aussi dans une partie plus morale et comment on mène un peu ces actions. Tu peux passer. Vas-y. Ouais, pardon. Et donc, c'est intéressant parce que on comprend un peu les comportements dans le quotidien en essayant de regarder ce qui est lésé. Et une façon de voir ce qui est lésé pour nous, c'est de faire de la neuropsychologie parce que il y a beaucoup de tests qui ont été développés pour évaluer certaines fonctions très spécifiques du cerveau et du cortex préfrontal notamment, qui ont un rôle dans le comportement. Vous connaissez souvent le test de Stroop, qui est un test d'inhibition, c'est-à-dire que là, dans le test que vous voyez, il y a écrit des lettres, enfin des couleurs dans une certaine encre. Le principe du test, c'est de ne pas lire le nom de la couleur qui est écrit, mais plutôt de donner le nom de l'encre. Donc, il faut inhiber un certain réflexe qui serait d'aller lire directement le mot qui nous vient de nous pour aller lire la couleur. Et donc, ça se reflète dans le quotidien des patients qui sont incapables d'inhiber leurs instincts, notamment par exemple la désinhibition sexuelle, c'est qu'ils n'ont plus du tout la capacité d'inhiber ce qui leur paraît instinctuel. Il y a d'autres tests, comme des tests qui évaluent la flexibilité mentale, comment on est capable de passer d'une idée à une autre, la planification. Ce que vous voyez souvent dans les bilans neuropsychologiques, c'est le trail making test en bas à gauche, où il faut relier alternativement des lettres et des chiffres. Donc, dans sa tête, il faut à la fois avancer sur l'alphabet et à la fois avancer sur les chiffres. Et ça demande à la fois de planifier l'organisation et d'être flexible d'une règle à une autre. Donc, c'est ça qui fait que les patients frontaux, notamment, perdent complètement cette flexibilité, deviennent extrêmement ritualisés. Quand ils partent dans une activité, ils restent bloqués dans cette activité, ils sont incapables de passer d'une activité à une autre parce qu'ils n'ont pas cette capacité de flexibilité. Tu peux passer. Il y a les cognitions qu'on appelle plutôt chaudes, notamment la cognition sociale, qui est une cognition de plus en plus étudiée, qui est la régulation des relations interindividuelles et des comportements humains. Globalement, comment on arrive à se comporter en société les uns par rapport aux autres, qui repose sur beaucoup de fonctions différentes, dont les deux principales sont la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, être capable de comprendre ses émotions et de savoir ses intentions. Ça, il y a des tests où on raconte des histoires, on essaie de savoir si les gens sont capables de repérer des gaffes sociales, par exemple, c'est le test des faux pas. Et puis, il y a aussi la reconnaissance des émotions, donc comment on est capable, sur un visage, de reconnaître une émotion, ce qui nous sert sur une réaction sociale. Et il y a un test assez connu qui est le test par exemple, qui nous permet de tester si les patients sont capables de. On a perdu. Ouais, je crois que ça a coupé. Je sais pas si. Là, c'est un peu en 30 ans. Ça s'arrête. La connexion est très instable. Ah ouais, attends, je vais essayer de bouger un peu. Vous avez entendu. Ouais, voilà, là, ça a l'air de remarcher chez moi. C'est très bien. Vous avez été jusqu'à où? Ekman. Théorie de l'esprit, vous aviez ou pas? Reconnaissance des émotions faciales? C'est ça. Donc, reconnaissance des émotions faciales, capacité à reconnaître une émotion, les patients frontaux perdent complètement cette capacité, mais il peut y avoir aussi des difficultés dans des pathologies psychiatriques, comme parfois les patients déprimés ont du mal à voir les émotions, notamment à distinguer les émotions positives et négatives. Tu peux passer. Il y a des tests de cognition morale, mais je ne reviens pas là-dessus parce qu'on ne peut pas non plus faire tout un cours de neuropsycho. Donc, les pathologies frontières, c'est toutes ces pathologies qui sont ni complètement neurologiques, ni complètement psychiatriques. Donc, c'est parfois des pathologies neurologiques qui commencent
par une symptomatologie purement psychiatrique, sans aucun signe neurologique. Et puis, c'est aussi des maladies psychiatriques qui vont développer les troubles cognitifs. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on met la frontière? À quel moment on parle de maladies neurologiques? Est-ce que c'est juste un continuum ou est-ce qu'on peut vraiment délimiter dans des cases? Vas-y, tu peux passer. Donc, je reviens pas dans le gros détail de ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu plein de termes différents, que ce qui est compliqué, c'est que les terminologies, elles évoluent beaucoup. Il y a un petit schéma en haut à droite qui vous montre le nombre de publications qui parlaient de pseudo-démence au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un terme assez ancien. Et ça prouve qu'avant, en fait, on était très sur la clinique, donc on utilisait des termes qui étaient un peu génériques, mais on avait du mal à mettre les gens dans les cases, probablement parce que on n'avait rien d'autre que la clinique et que les marqueurs sont arrivés un peu après. Donc, juste si vous entendez parler un peu de ces termes, et puis ça permet de remettre un peu dans le contexte. La pseudo-démence, qu'on appelle aussi parfois mélancolie sénile, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs en lien avec la dépression. Donc, les troubles cognitifs séquelaires de la dépression, c'est près d'1% à plus de 65 ans, mais probablement que c'est extrêmement sous-estimé et il est très fréquent d'avoir des patients qui présentent à un âge tardif une dépression avec une symptomatologie thymique très forte, vraiment une tristesse, une douleur morale. Et puis, en fait, on les traite. On a l'impression qu'ils s'améliorent, en tout cas énormément, sur tout ce qui est l'aspect humeur, thymique, tristesse. Et puis, en fait, il reste une certaine apathie. Finalement, ils vont jamais retrouver leur niveau d'avant. Ils vont garder les difficultés attentionnelles, une certaine lenteur dans leur quotidien, un certain pragmatisme. Ça se voit de plus en plus quand on avance avec l'âge. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que dedans, il y a probablement des gens qui, cette dépression a été l'entrée dans la maladie neurodégénérative et certains, en fait, ont déjà juste l'âge plus la certaine neurotoxicité de la dépression qui fait qu'ils reviennent à l'état de base. Ensuite, on a ce qui est appelé parfois la pseudo-démence. Bon, c'est un terme un peu oublié, mais parfois vrai. C'est les patients qui vont présenter des symptômes psychiatriques typiques d'un trouble psychiatrique primaire. Mais en fait, ce trouble psychiatrique primaire, c'est l'entrée dans une maladie neurodégénérative. C'est un peu l'exemple dont je vous ai parlé après. C'est une patiente qui va en fait développer d'autres signes, et notamment des examens complémentaires évocateurs de démence frontotemporale. Mais vraiment, l'épisode initial, en tout cas dans les premiers mois, il n'y avait quasiment aucune atypie pour un épisode dépressif caractérisé. Et ça peut arriver avec un épisode maniaque, un épisode psychotique. Et donc, c'est une symptomatologie purement psychiatrique, mais qui révèle une maladie neurologique, à savoir lésionnelle. Et donc, près de 30% des patients chez qui on va faire un diagnostic de maladie neurodégénérative ont d'abord eu, avant, un diagnostic maintenant on appelle ça un trouble psychiatrique primaire pour les différencier. Vous verrez dans la littérature, Primary Psychiatric Disorder, c'est ce qu'on inclut dans le trouble bipolaire, l'épisode dépressif caractérisé, la schizophrénie. Dans la DFT, on va revenir un peu là-dessus, c'est près de 50% des patients qui reçoivent un diagnostic de trouble psychiatrique avant de recevoir un diagnostic de maladie neurodégénérative. Et ce qui fait que ça a évolué énormément, c'est qu'on a eu beaucoup de biomarqueurs qui sont apparus, notamment des biomarqueurs biologiques, comme vous avez dû entendre parler des marqueurs de la maladie d'Alzheimer, qui sont très, très sensibles et spécifiques. L'imagerie a beaucoup avancé, que ce soit l'IRM et la scintigraphie cérébrale. La neuropsychologie aussi a bien évolué. Et donc, on a pu faire évoluer des critères diagnostiques de pathologie neurodégénérative. Tu peux passer. Donc, la DFT, c'est ce qu'a présenté notre patiente. En fait, cette partie très stéréotypée, probablement que c'était ça qui est sorti du cadre de la dépression. On lui a fait une IRM qui n'était pas tout à fait normale, peut-être un peu d'atrophie frontale. On lui a fait une scintigraphie cérébrale qui retrouvait un hypométabolisme frontal important. La scintigraphie cérébrale, c'est un examen qu'on aime bien. La scintigraphie, vous connaissez, en fait, on utilise le même principe que la scintigraphie corps entier, c'est-à-dire qu'on met des marqueurs qui sont un dérivé du glucose, et on regarde comment le cerveau va fixer le glucose selon les différentes régions. Et si on a des asymétries entre différentes régions, typiquement dans la DFT, si on voit que le lobe frontal du cerveau fixe moins le glucose que l'arrière du cerveau, c'est très évocateur de démence frontotemporale, alors même que parfois l'IRM peut rester complètement normal. Donc ça a une sensibilité un peu différente de l'IRM, et parfois ça peut permettre de faire des diagnostics alors même que l'IRM n'a pas été concluante. Donc la DFT variant comportemental,
ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a 3 critères qu'il faut avoir sur 6 critères cliniques, que sont soit la désinhibition, soit l'apathie, soit la perte d'empathie, soit des comportements persévératifs stéréotypés, soit des changements alimentaires, soit un profil dysexécutif sur le bilan neuropsychologique. Les critères sont très vieux, pas très spécifiques, parce qu'un des diagnostics d'exclusion, on va revenir là-dessus, c'est ne pas avoir de pathologie psychiatrique pouvant expliquer la symptomatologie. Mais il y a plein de cas qui sont très frontières. Et puis, si vous regardez les 6 critères dont je viens de vous parler et que vous réfléchissez à vos patients, notamment déprimés, eh ben, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui peuvent coller dans les critères de démence frontotemporale et pourtant qui n'en sont probablement pas. Donc, on s'aide de l'IRM, on s'aide du bilan neuropsychologique et parfois on suit les patients très longtemps parce que ils peuvent avoir des examens qui sont peu évolutifs et finalement on fait le diagnostic plusieurs années avant parce qu'il y a des formes très lentement évolutives. Tu peux passer. Donc, je reviens sur ces critères. En psychiatrie, les critères sont purement diagnostiques. En neurologie, on a des critères un peu plus composites avec des biomarqueurs d'imagerie ou des biomarqueurs biologiques. Mais si vous prenez, là, je vous ai remis les critères de DFT un peu plus détaillés. En fait, si on fait une association de différents critères, on retombe sur des diagnostics psychiatriques probables. Par exemple, si le patient a le critère B, c'est-à-dire l'apathie ou l'inertie, plus le critère C, c'est-à-dire une diminution de son empathie ou une diminution des intérêts sociaux, plus le F, c'est-à-dire un syndrome dysexécutif sur le bilan neuropsychologique, et ben en fait, il rentre dans les critères DSM-5 d'épisode dépressif caractérisé. Donc là, on voit bien qu'il y a un moment où il y a un chevauchement et que c'est pas facile forcément de faire la part entre les deux. Et donc, comme je vous le disais, il y a cet critère d'exclusion qui, à mon avis, n'a aucun sens, qui est des modifications comportementales qui sont mieux expliquées par un diagnostic psychiatrique. Et donc, notre patiente, par exemple, bah oui, on peut dire qu'elle avait un épisode dépressif caractérisé et que ça expliquait les symptômes, mais en fait, ça n'expliquait pas forcément la maladie. Et c'est important pour expliquer aux familles, notamment parce qu'il y a des maladies qui sont génétiques, donc il peut avoir un risque dans la famille ou il peut avoir d'autres atteintes que le cerveau, et aussi sur le plan thérapeutique, parce que quand même, c'est des patients qui répondent moins au traitement. Chez notre patiente, là, elle était relativement jeune, on a été très loin, on lui a fait première ligne d'IRS, Effexor Norset, elle a eu du lithium, on lui a essayé de lui faire de la RTMS, on a essayé de lui faire de la sismothérapie, et en fait, elle n'a jamais répondu à rien. Ça ne veut pas dire que tous les patients avec une pathologie neurodégénérative ne répondent pas au traitement psychiatrique, mais ça doit être quand même, en tout cas, un signe d'alerte et au moins une explication à la résistance au traitement ou à l'intolérance à certains traitements. Donc, parfois, on se pose la question à quoi ça sert finalement d'aller faire un diagnostic neurodégénératif. Ça va quand même guider notre prise en charge, même si à l'heure actuelle, on n'a pas un traitement spécifique pour la plupart, même si c'est en train de changer pour l'Alzheimer. Et que de toute façon, si on ne fait pas cette première étape, on n'arrivera jamais à bien caractériser les patients et à trouver des traitements précis. Tu peux passer. Donc, cette dichotomie maladie neurologique et psychiatrique, elle a un regain d'intérêt très, très important ces dernières années, notamment sur ce diagnostic différentiel DFT et maladie psychiatrique d'apparition tardive, parce que justement, comme je vous disais, 50% des patients reçoivent un diagnostic de trouble psychiatrique et le délai diagnostique dans la DFT est de 5 à 6 ans, ce qui est quand même très important, qu'on a peu de biomarqueurs francs et que du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à faire des diagnostics. Et donc, on utilise l'IRM, on utilise le PET-FDG, on utilise la neuropsychologie. Et de plus en plus, on va utiliser des marqueurs biologiques. Vous entendrez parler de neurofilaments, par exemple, qui sont des marqueurs de mort neuronale, qui ont probablement un intérêt majeur dans la séparation entre diagnostic psychiatrique et neurologique. Et puis, il y a des causes génétiques très particulières, dont une sur laquelle je vais revenir parce qu'elle est très pourvoyeur de maladies psychiatriques atypiques, c'est la mutation C9OR72. Le nom est un peu horrible, mais vous en entendrez probablement parler à un moment ou à un autre. Tu peux passer. Je ne sais plus si on avait dit que je faisais ou tu faisais. Vas-y. Là. C'est moi, du coup. Ouais, vas-y. Non, mais j'avais un doute. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que les examens complémentaires, ils peuvent être anormaux dans les maladies psychiatriques primaires. Pour une raison simple, c'est que la maladie psychiatrique, c'est pas, ça se passe pas dans le cœur, ça se passe quand même dans le cerveau.
Donc, il y a quand même un dysfonctionnement à un endroit ou à un autre, fonctionnel en tout cas. Et donc, déjà, dans les imageries structurelles, on peut avoir des petites choses. Vous avez peut-être appris dans vos cours que l'hippocampe, par exemple, est de diminuer de volume, même si c'est de manière très relative, mais la dépression entraîne une certaine souffrance de l'hippocampe, de la neurogénèse, et donc une petite atrophie sur l'IRM, même si elle est très peu visible à l'œil nu. Mais quand on s'intéresse à des examens fonctionnels, là, on peut voir apparaître beaucoup d'anomalies, même si elles sont souvent très restreintes, parce que, notamment dans la dépression, il y a une atteinte fonctionnelle du cortex préfrontal médial qui fonctionne moins bien. C'est d'ailleurs les cibles de stimulation RTMS, voire de stimulation cérébrale profonde. Mais souvent, ça reste restreint à une région très limitée. Alors qu'une maladie neurodégénérative, elle va toujours finir par un moment ou un autre évoluer parce que la pathologie protéique, elle évolue et elle se dissémine à travers le cerveau. Donc, parfois, à un stade très précoce, on peut avoir des imageries qui sont superposables à un trouble psychiatrique, mais avec le temps et en répétant les examens, on va avoir un hypométabolisme plus étendu. Donc là, sur la partie gauche, c'est de la dépression. Tout ce qui est en vert, c'est les parties qui sont un peu plus hypométaboliques que le voudrait l'âge normal. Et à gauche, alors désolé, c'est pas vraiment les mêmes couleurs, mais en rouge et en jaune, c'est toutes les parties qui sont là aussi moins métabolisées que ce qu'on s'attendrait à leur âge. Et on voit que quand même l'hypométabolisme est plus étendu et notamment va aller toucher le lobe temporal et le lobe frontal dans son entièreté. Donc ça peut permettre de faire de la part des choses dans beaucoup de cas quand même. Et ça a l'avantage de ne pas être invasif, même si ça apporte des résultats différents de la ponction lombaire, qui est plus invasif, mais apporte des résultats différents, notamment pour la maladie d'Alzheimer. Tu peux passer. Je reviens pas dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont développé des échelles pour faire la part des choses juste sur un examen clinique et en cochant des cases, quelle est la probabilité que mon patient ait plutôt un trouble psychiatrique primaire ou une DFT. On pourra éventuellement vous envoyer l'échelle et vous regarderez tranquillement chez vous. Elle est assez bien faite, rapide à faire passer et on peut même la faire passer a posteriori après avoir vu le patient juste sur dossier et c'est quand même assez discriminant. Tu peux passer. Ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on peut avoir parfois l'impression qu'une maladie neurodégénérative peut avoir une présentation psychiatrique, mimer vraiment une pathologie psychiatrique qui apparaîtrait même à l'âge jeune. C'est qu'on sait, par exemple, dans cet exemple un peu spécifique de la mutation C9orf72, qu'en fait, les anomalies, elles sont déjà présentes dès la naissance, puisque c'est une mutation, avec des protéines qui vont déjà s'exprimer différemment dans le cerveau et qui vont pouvoir donner des anomalies fonctionnelles dès l'adolescence, voire peut-être des anomalies neurodéveloppementales. Et puis, ça va stagner avec des anomalies protéiques qui vont pas trop bouger. Et puis, à un moment ou à un autre, on va rentrer dans un stade de processus neurodégénératif où là, tout va un peu s'emballer et vont arriver les troubles cognitifs et vont arriver le moment où finalement, ils voient un neurologue. Mais il y a probablement pas mal, je ne pourrais pas dire combien on en rate, mais il y a probablement des gens qui présentent des tableaux psychiatriques un peu bizarres et qui, en fait, ne sont pas vraiment un trouble psychiatrique primaire, mais une dégénérescence liée à une maladie, par exemple, génétique. Le tout, c'est qu'on ne va pas aller doser ça chez tout le monde et c'est toujours l'idée d'être ciblé dans des populations générales, les patients chez qui on fait des tests parce que, voilà, on peut pas, ça servira à rien de tester toute la population psychiatrique et elle est trop importante. Tu peux passer. C'est à peu près la même chose. C'est juste pour vous. Il y a un tableau à droite qui résume toutes les anomalies qu'on peut voir. Et dans les différentes mutations génétiques de DFT, on se rend compte que donc, le temps zéro, c'est là où les gens développent vraiment les troubles cognitifs. Et 30 ans avant, et même dès la naissance, on trouve des anomalies dans le LCR, qui sont l'expression de l'anomalie du gène. Et on va retrouver plus de 25 ans avant des anomalies déjà à l'imagerie, dans des imageries de diffusion ou d'une petite atrophie. Donc ça veut dire que 20 ans, voire 25 ans ou 30 ans avant que la maladie vraiment débute cliniquement, il existe déjà des modifications du cerveau. Donc, éventuellement, il peut avoir déjà des modifications subtiles comportementales qui peuvent jouer sur la personnalité ou une sensibilité aux maladies psychiatriques. Tu peux passer. Et donc, ça me permet d'introduire le cas de Madame B, 74 ans, qui a eu son premier épisode dépressif à 19 ans, qui a été mis sous clomipramine à l'époque. Ensuite,
plutôt suivi par son psychiatre libéral, qui a après arrêté le suivi, ou qui a été repris par son médecin traitant, qui a renouvelé le traitement. Et en juin 2018, elle se met à faire en fait un antidépressif sévère, avec des caractéristiques mélancoliques, où en fait elle était persuadée que sa famille avait été empoisonnée par un steak haché qu'ils avaient acheté dans une grande surface. Voilà. Et là-dessus, elle a développé des éléments hypochondriaques, sodiaires d'empoisonnement, un syndrome de Cotard, où il y avait vraiment du coup l'impression de pourrir de l'intérieur d'avoir mangé ces steaks hachés. Plusieurs traitements ont été essayés, venlafaxine, citalopram, paroxétine, risperidone, benzodiazépine et clomipramine. Et il y a eu une amélioration partielle sous olanzapine et sertraline, qui a permis de faire une sortie à l'époque. En mars 2019, elle est réhospitalisée pour la même symptomatologie parce qu'elle avait arrêté ses traitements. Ils ont, cette fois-ci, donc sous sertraline, c'était pas revenu, donc ils avaient mis la clomipramine à la place et c'était revenu plutôt pas mal. Ensuite, en juillet, elle est réhospitalisée pour le même motif. Puis après, un suivi assez erratique où en fait, elle va pas trop au rendez-vous, les traitements les prend pas très bien. Et la famille décide avec la patiente du coup qu'elle soit hospitalisée pendant un an et dans une clinique. Et là, il y a aussi plusieurs traitements. Donc, ils ont réessayé les antidépresseurs, les antipsychotiques, du Téralide qu'elle a hyper mal toléré, sur lequel elle a fait une encéphalopathie sans surdosage. Et là, ils disent, mais mince, c'est quand même bizarre qu'elle tolère rien et que ça ne marche pas. Et donc, ils lui font un DAT scan. Et là, ils retrouvent une dénervation de l'adrénergique présynaptique asymétrique. Bon. Il l'envoie à un neurologue et le neurologue dit, bah, essayez la levodopa. Et il essaie la levodopa et ça marche pas. Donc, c'est assez bizarre. Elle sort de cette clinique et un mois plus tard, elle est réhospitalisée. Là, en fait, elle retourne dans le service dans lequel elle a été, ils s'en sortent pas et ils essaient de nous envoyer dans le service de psychiatrie pour personnes âgées. Et sur le plan clinique, on retrouve une apathie, une hyponomie avec une fixité du regard, des plaintes somatiques multiples avec des idées d'incurabilité, toujours ce délire d'empoisonnement, et qui avait un peu évolué parce que là, c'était une soupe qu'elle avait mangée 3 mois auparavant, qui du coup, l'avait empoisonnée. Elle rapporte quand même pas mal de réveils nocturnes, une diminution de l'appétit. Il n'y avait pas d'idée noire et pas d'idée de suicide. On demande l'avis du docteur Morin, qui, sur le plan neurologique, retrouve un manque de spontanéité, une apraxie, un syndrome parkinsonien bilatéral, une bradykinésie, une perte de ballon des bras à la marche, un trouble de la mémoire épisodique et une mémoire sémantique préservée. Et là, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Est-ce qu'il y a une participé Allez, pour parler, je dirais bonjour déjà, pardon. Bonjour. Je partirais sur une démence à corps de Lévy. Alors, c'est dans la bonne direction, mais c'est pas tout à fait ça. Je m'arrête là du coup. Okay. Allez, je vous donne l'info qui manque. Donc, on a fait une imagerie, on a fait une IRM et on retrouve donc une atrophie au niveau frontal et au niveau temporal. Avec cette imagerie, comment ça fait évoluer un peu l'hypothèse diagnostique? Elle a un gradient antéro-postérieur. Ouais, clairement. Des deux côtés, et c'est pareil des deux côtés ou pas? Ouais, c'est pas si franc sur les images. Non, c'est asymétrique, c'est un peu plus asymétrique, à gauche. Ouais. Elle a une atteinte clinique plutôt à droite, dans le souvenir. Enfin, ou en refaisant l'histoire maintenant, mais en tout cas, elle est asymétrique aussi sur la présentation clinique.
En tout cas, Cordelévi, c'était la bonne idée sur le côté Parkinson atypique parce on est dans un syndrome parkinsonien dégénératif parce qu'il y a un DAT-scan anormal et il répond pas à la dopamine. Donc, on est dans les syndromes parkinsoniens atypiques. On a éliminé le Cordelévi. Il en reste encore deux, trois si vous vous rappelez au cours. Est-ce qu'elle a Avec l'apraxie, ouais. Est-ce qu'elle a une perte de la verticalité du regard? Non. Ok. Tu peux en éliminer un de plus. Donc, ça, c'était la Ok. paralysie supranucléaire progressive. Il en reste un autre. Du coup, c'est l'atrophie multisystématisée? Ah ouais, non, il y en a encore un. Non. Non, parce que ça colle pas trop cliniquement. Ils sont La décès. très cérébelleux. Ok. On peut mettre la réponse là. La démence Allez. cortico-basale. Bravo, Ouais, c'est Quentin. ça. Gagné. Et donc, c'est ça. Cette dame-là, du coup, on a fini par lui trouver du coup un forme cortico-basale, qui est quand même une présentation assez asymétrique, où on a une atteinte basale avec une rigidité, une akinésie, une dystonie, quelques myoclonies. Bon, elle n'a pas de myoclonie, cette dame-là. Une atteinte corticale avec une apraxie, un déficit sensoriel cortical, ou parfois certains patients qui peuvent avoir le membre automatique, un membre qui agit tout seul et qui ne se rendent pas compte qu'il agit. Pour eux, c'est pas eux. On peut avoir une agraphesthésie à somatognosie, une apraxie à l'ouverture des yeux, une anartrie, un grasping. Et sur l'IRM, donc on a une atrophie corticale asymétrique, comme on a chez cette dame, et un hypométabolisme postérieur au niveau du PTFDG qu'on n'a pas réalisé. Donc du coup, c'est plutôt en lien avec plusieurs protéinopathies en fonction de l'atteinte, donc avec une maladie d'Alzheimer dans l'atteinte plus postérieure, une démence corticobasale atteinte plus pariétale, et la DLFT avec l'atteinte plus frontale. Donc pour revenir à la démence à corps de Lévy dont on a parlé juste avant, la démence à corps de Lévy est probable lorsqu'on a deux éléments parmi les fluctuations cognitives, les hallucinations récurrentes bien construites et détaillées, donc plutôt des hallucinations visuelles. C'est des patients qui vont décrire assez précisément des personnes, souvent des enfants quand même. On en a une en consultation récemment qui décrivait en fait des enfants dans sa salle à manger qui jouaient et qui la narguaient. Et donc, du coup, elle sortait dans sa cour, elle attendait qu'il sortait. Sa famille était un peu assez impressionnée. Des signes parkinsoniens. Et ça associé à un critère quand même paraclinique, donc un trouble du sommeil paradoxal en polysonographie ou un DAT-scan anormal, ou alors une scintille anormale, donc du myocardique. Et cette scintigraphie myocardique est quand même assez peu faite en pratique. Des critères qui vont un peu dans ce sens-là aussi, c'est quand même des formes dysautonomiques avec les syncopes, les chutes, des pertes de conscience inexpliquées, et aussi d'autres hallucinations où on peut avoir parfois des hallucinations synesthésiques, voire auditives, et le délire reste quand même assez systématisé. Et donc c'est des patients qui quand même généralement présentent une apathie qui est souvent confondue avec une dépression et qui peut aussi avoir en fait une dépression inaugurale. Quand on regarde sur le plan neuropsychologique, le discours est diffluent, il y a des répétitions altérées pour des phrases longues, le TMT oral est au ralenti, et donc il faut systématiquement quand même rechercher les symptômes hallucinatoires chez ces patients-là. Les fluctuations attentionnelles sont présentes, des exécutifs et des troubles visuospatiaux. Et en dehors de ces critères diagnostiques, voilà, on a les critères qu'on retrouve un peu dans la DCB. Et donc, c'est une pathologie de alpha-synucléine. Si on reprend un peu les critères utilisés pour le diagnostic prodromal de la démence à corps de Lévy, comme je vous ai dit, c'est quand même une maladie qui a une expression psychiatrique quand même au premier plan à la base. On a des auteurs qui ont décrit des
des symptômes délirants qui peuvent être précurseurs d'une démence à la corde de Lévy, ou alors d'autres symptômes plutôt de dépression qui pareil, peuvent faire aller dans une maladie à corde de Lévy. Voilà. Et ensuite, on a un autre cas clinique sur les pathologies inflammatoires. Donc là, on vous a donné plein de cadres cliniques. Hein, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais finalement, à force de les voir, on les reconnaît assez facilement. Enfin, on les reconnaît plus aisément. Et en tout cas, c'était pour vous dire aussi qu'il y a l'IRM là aussi et la scintigraphie, c'est quand même assez utile à peu près dans tous les cas de diagnostic et ça a l'avantage d'être pas trop invasif. Et là, on vous a parlé du coup des cas de maladies neurodégénératives qui sont des maladies qui sont globalement lentement évolutives, qui sont souvent associées à des troubles cognitifs. Et puis après, il y a les maladies qui font un peu peur, c'est les encéphalites limbiques, c'est toutes ces maladies qui évoluent très rapidement, qui peuvent être très sévères et qui peuvent parfois mimer des maladies psychiatriques, mais qui heureusement sont quand même beaucoup plus rares que les maladies neurodégénératives, même si en final c'est un spectre qu'on décrit depuis vraiment pas longtemps et que il y a probablement des formes un peu plus lentement évolutives et ça, il est probable qu'on passe un peu plus à côté. Mais voilà, je vais essayer de vous présenter un peu ce cadre-là de pathologie. Je suis désolé, c'était des diapos en anglais d'une collègue qui avait présenté un congrès et du coup, je n'ai pas eu le temps de les traduire, mais je vais surtout vous le présenter à l'oral. Donc, c'est un monsieur de 70 ans qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique particulier et qui a commencé à présenter en août 2018, assez rapidement quand même, une euphorie, une envie de faire plein de choses. Il avait construit une cabane dans les arbres, mais vraiment une vraie maison dans les arbres pour y vivre, mais qui était plutôt bien construit. Il dormait plus du tout, il était logoréique et il a commencé à présenter quand même quelques hallucinations auditives. Il entendait du bruit, des sortes de bruits d'eau autour de lui. Et puis ça a perduré à un niveau qui était à peu près compatible encore avec une vie, on va dire, sans qu'il se retrouve hospitalisé et qu'il fasse d'énormes bêtises qui l'emmènent à la police, par exemple. Et puis il va petit à petit présenter aussi des éléments un peu confusionnels. Et alors qu'il avait été d'abord diagnostiqué comme un épisode maniaque pour lequel on l'avait mis sous risperdal et valproate de sodium, et ben les gens commençaient à se poser des questions quand même. Il est un peu trop confus, il répond pas du tout au traitement. L'épisode maniaque dure beaucoup trop longtemps, et donc il a eu une première série d'examens, c'est-à-dire une IRM cérébrale, quelques lésions de substances blanches, mais pas grand-chose, un EEG normal et une bio avec une natrémie qui était un peu en dessous, mais à 132, qui n'avait pas forcément alerté plus que ça. Et puis l'histoire continue. En fait, le patient reçoit à ce moment-là un diagnostic de maladie à corde de Lévy parce que les gens se disent il a un tableau psychiatrique bizarre, il commence à être confus, il commence à avoir des troubles cognitifs, et puis finalement IRM, EEG, j'ai pas grand-chose. Mais quelqu'un, quand même, un psy avait dit il se serait bien de faire la ponction lombaire, et puis finalement le neuro l'avait pas fait, on s'était arrêté là, et le patient est allé en EHPAD. Et puis, il demande un deuxième avis, ça prend un peu de temps. Moi, je le vois en décembre 2019. Et en décembre 2019, il me raconte cette histoire où je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'atypies sur le plan d'une maladie à corde de Lévy, notamment le côté très maniaque, très rapide, le fait qu'il se soit aggravé très rapidement, qu'il se soit retrouvé en EHPAD en l'espace de 6 mois. Il est passé de quelqu'un qui a une vie normale à quelqu'un qui se retrouve en EHPAD. Ça allait un peu trop vite. Il y avait cette hyponatrémie qui m'avait fait un peu tiquer, mais sans plus. Et on s'est dit, bon, quand même, passer à côté de l'APL, ça paraît difficile parce qu'il y avait en tête cette histoire que peut-être ça pouvait être une encéphalite dysimmunitaire devant la rapidité d'évolution. C'est surtout ça le critère important, c'est la rapidité d'évolution. Et du coup, on lui a fait une ponction lombaire et on lui a retrouvé des anticorps anti-LGI, qui est une des causes assez rares d'encéphalite dysimmunitaire. Et on lui a fait aussi un PET-FDG pour dire aussi et là, il avait un pattern assez spécifique de ce qui est vu dans cette maladie qui est rare, donc moi j'en avais jamais vu avant. Mais bon, il avait un pattern d'hypométabolisme assez évocateur. Et puis du coup, il est rentré dans la neuro, on lui a fait des IGIV, ça n'a pas trop marché. On lui a fait du rituximab et il s'est très nettement amélioré avec les troubles du comportement qui ont quasiment disparu. Il a persisté des troubles cognitifs, probablement parce qu'il avait déjà lésé une bonne partie de son cerveau et qu'on n'a pas pu tout récupérer, mais il s'est très très nettement amélioré avec ces traitements-là.
Alors, c'est une histoire, j'en ai pas non plus 5000 tous les ans. Hein, donc, l'idée, c'est pas non plus de tout le temps faire, de tout le temps essayer de le chercher, mais quand on tombe sur un, il faut pas le rater parce que vraiment, il y a une différence thérapeutique qui n'a rien à voir. On met pas du tout les mêmes traitements et pour le coup, c'est pas juste éviter les neuroleptiques comme dans la maladie à corps de Lévy, c'est vraiment un traitement spécifique de la maladie. Tu peux passer. Ça, c'est justement sa scintigraphie avant et après traitement. Le jaune, c'est là où où la région la plus hypométabolique, donc au lobe, notamment sur la partie avant, le lobe frontal. Avant traitement, il y a un gros hypométabolisme qui va quasiment complètement récupérer après traitement. Donc, il y a vraiment un effet fonctionnel fort. Tu peux passer. Donc, il faut avoir quand même quelques grosses idées en tête. Et puis, je vais essayer de vous donner des petits indices pour essayer d'y penser quand il faut, mais pas non plus trop souvent. Donc, la définition, les critères diagnostiques, c'est des troubles de la mémoire, psychiatriques ou des crises épileptiques, suggérant une atteinte limbique de manière subaiguë depuis moins de 3 mois. Donc, vraiment, traquer le côté subaigu, qui n'est pas toujours facile à savoir parce que l'interrogatoire, si on n'a pas un bon interrogatoire de la famille, il est parfois difficile de savoir si on est dans quelque chose qui vraiment est apparu en 3 mois ou si en fait on est dans une histoire qui évolue depuis 4-5 ans et puis en fait la famille se réveille un peu maintenant et puis il y avait déjà pas mal de petites choses avant. Et souvent, au premier interrogatoire, pour les familles, ça vient d'arriver, quoi. C'est les troubles cognitifs, ils sont là depuis 2 jours, mais en fait, quand on creuse, des fois, on a une histoire différente. L'IRM est souvent anormal avec des hypersignaux. Là, je vous montre pas mal d'hypersignaux flares dans les régions, notamment de l'hippocampe, mais c'est pas à tous les coups. Notamment, là, le patient avait une IRM normale, avec au moins soit une anomalie dans le LCR, c'est-à-dire une réaction inflammatoire, des éléments dans la fonction lombaire, soit des anomalies spécifiques temporales à l'EEG, et on n'a pas de cause particulière. Et pour le définir, il faut doser des anticorps. C'est finalement assez simple dans le sang, mais c'est moins sensible. Le mieux, c'est quand même de le faire dans la ponction lombaire, notamment parce qu'en plus, ça nous permet d'éliminer les autres diagnostics différentiels. Et ça se fait soit au labo de Paris, soit au labo de Lyon, qui sont les labos de référence pour cette pathologie. Et on a les résultats en 15 jours, 3 semaines. Il faut quand même pas hésiter quand on y pense, je pense qu'il faut aller au bout des choses et essayer de convaincre même le neurologue, parce que c'est souvent le neurologue qui va avoir la PL derrière. Et donc, il faut pas hésiter à insister un peu et lui dire, bah voilà, est-ce que pour toi, tu penses qu'on peut raisonnablement l'éliminer ou est-ce qu'il faut passer par une ponction lombaire? Tu peux passer. Donc, il y a plusieurs façons dans lesquelles les anticorps peuvent se fixer. Il y a l'immunité humorale, l'immunité cellulaire. Et juste pour vous dire qu'on a dans la tête que c'est un syndrome paranéoplasique, on parlait souvent avant d'encéphalite paranéoplasique, mais il y a pas mal de types d'encéphalite dysimmunitaire, on appelle ça comme ça, ou auto-immune, qui sont en fait pas forcément liés à des cancers. Donc, ça c'est pas forcément associé, mais si vous avez quelqu'un qui fait un tableau psychiatrique bizarre, chez qui on vient de découvrir un cancer, ça vaut encore plus le coup de se poser la question. Tu peux passer. Juste pour vous dire que je vous donnerai les diapos si je voulais avoir un petit résumé, mais c'est les différents types d'anticorps et quelles sont leurs spécificités sémiologiques parce que chacune a quand même des spécificités sémiologiques. Par exemple, l'encéphalite anti-LGI1, l'hyponatrémie, c'est hyper classique. Ils ont quasiment tous une hyponatrémie. Après, ça ne veut pas dire que tous les patients avec une hyponatrémie ont une encéphalite limbique, mais toutes les choses mises un peu bout à bout, un tableau atypique, plus une hyponatrémie, plus des choses suspectes de crise, bah, faut aller chercher ça. Et après, du coup, il y a des gens qui se sont posé la question inverse. Finalement, est-ce qu'on en rate énormément? Et il y a plein d'études en population psychiatrique générale qui ont essayé de voir à quel point on trouvait des anticorps dans une population générale. Plus on est dans des tableaux atypiques, par exemple dépression résistante, schizophrénie résistante, plus on a de chances de tomber quand même sur ces anticorps. Et il y a notamment une étude là où ils ont fait des anticorps chez tous les épisodes psychotiques successifs. Ils ont quand même retrouvé des anticorps positifs chez 6 sur 100 patients, ce qui fait quand même pas mal de patients, dont 5 ont été très améliorés par des immunothérapies. Après, ça reste encore difficile de savoir à quel point c'est fréquent dans la population psychiatrique générale. Et de toute façon, on ne peut pas faire des anticorps à tout le monde. Et puis, comme vous savez un peu avec les anticorps, des fois, on trouve des positifs. C'est comme si vous faites des facteurs antinucléaires à tout le monde. Bah, vous trouvez des choses, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et probablement que dans les anticorps d'encéphalite limbique, on a aussi ce phénomène-là de faux positifs qui sont en fait des anticorps présents, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc, il faut quand même associer l'anticorps à un certain faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Tu peux passer.
Et donc, il y a des recommandations qui ont été faites, c'est cet article-là. Comment, dans une institution psychiatrique, à quel moment on pense à l'encéphalite immunitaire. Et donc, c'est rechercher les signes neurologiques. Là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les patients psychiatriques sont pas forcément faciles à examiner. Ils ont souvent beaucoup de traitements. Donc, faire la part des choses de ce qui est vraiment neurologique ou secondaire à sa pathologie ou à sa prise en charge psychiatrique, c'est difficile, mais quand même, la présence d'une dysautonomie, d'une confusion, d'une désorientation, des mouvements anormaux, des crises d'épilepsie, une hyponatrémie, ça, c'est important d'aller chercher plus loin. A fortiori, s'il y a des symptômes neuro vraiment visibles, si c'est des jeunes femmes, parce que ça arrive beaucoup chez les jeunes femmes, alors c'est moins votre population cible, mais et puis surtout si quand vous commencez à vous rendre compte, pareil comme pour les maladies neurodégénératives, que l'évolution de la pathologie, elle est atypique, que vous avez l'habitude de voir des déprimés tout le temps et là ils collent pas. Vous avez l'habitude de voir des schizophrènes et là il y a un truc qui cloche, il résiste au traitement. Et ben là dans ce cas-là vous appelez le neurologue et vous essayez de lui prouver que vous trouvez qu'il y a un truc bizarre. Et ça c'est pas forcément la partie la plus facile. Et donc, vous, ce que vous pouvez déjà faire de votre côté, c'est IRM EEG. Et c'est déjà un bon début. Et après, si vraiment vous y croyez, c'est l'APL. Et sans l'APL, on ne peut pas vraiment dire qu'on a éliminé ce genre de diagnostic. Tu peux passer. Du coup, ça me permet aussi de parler du concept d'atypie. Donc, comme un peu on l'a évoqué juste avant, quand on reprend la chronologie et l'anamnèse, l'atypie, on l'a dans un début quand même précoce, aigu des troubles cognitifs, une déficience intellectuelle, cette fluctuation des symptômes psychiatriques. Après, il faut surtout aussi se tourner vers les antécédents familiaux, les formes familiales de troubles non cognitifs ou alors de troubles de l'humeur, les consanguinités aussi, et aussi est-ce qu'il y a un facteur déclenchant? Est-ce qu'il y a eu un acte chirurgical? Est-ce qu'il y a eu un virus? Des traitements instaurés récemment? Ensuite, on va s'intéresser aux symptômes de premier ordre, qui sont les hallucinations visuelles. On sait typiquement que des hallucinations visuelles au premier plan, c'est quand même assez rarement quelque chose de psychiatrique. Ça existe, mais c'est quand même assez rarement quelque chose de psychiatrique. La confusion mentale, qu'il faut toujours rechercher l'étiologie de cette confusion. On peut s'aider de l'échelle CAM pour ceux qui ne savent pas. La réaction inhabituelle au paradoxal au traitement. Donc, par exemple, on introduit un traitement antipsychotique à un patient qui a une symptomatologie maniaque parce qu'on veut essayer de calmer un peu le jeu. On voit qu'il réagit super mal au traitement. Faut se poser quand même, je pense, ce genre de questions. L'inefficacité thérapeutique ou l'intolérance médicamenteuse. On revient un peu dans le même thème. Et parfois quand même devant des syndromes catatoniques qui peuvent être atypiques et associés à des symptômes neurologiques. Pareil, il faut quand même penser à l'atypie. Ensuite, les symptômes co-occurrents où, je vous disais, en fait, ces symptômes-là de premier ordre, il faut qu'ils soient associés à des signes neurologiques, donc des crises convulsives, des mouvements ou des marches anormales, des signes ophtalmos, donc comme on disait dans la paralysie nucléaire progressive, le trouble du regard en hauteur et ensuite la dysmorphie, les troubles, la dysmorphie qui peut être retrouvée dans les déficiences intellectuelles et dans des formes plutôt génétiques, et les troubles du transit, qui peuvent aussi arriver. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à tout ça, Alexandre, ou... Non, c'est important qu'il y ait des gens qui se sont penchés là-dessus pour essayer de faire la part des choses, à quel moment il faut aller chercher la neurologie ou pas, parce que c'est toujours la même histoire, qu'il y a une population psychiatrique extrêmement importante et qu'il faut essayer de trouver dans la masse lequel va sortir du lot et lequel a potentiellement une maladie neurologique. Et du coup, c'est bien de pouvoir s'aider sur quelques signes cliniques qui sont souvent d'ailleurs ça paraît normal pour vous, enfin ils sont naturels. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'études finalement pour s'intéresser à quelle est vraiment la sensibilité de ces signes. Et ça marche à la fois sur les pathologies tardives, mais aussi sur les pathologies métaboliques, un truc qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais ça marche sur pas mal de pathologies psychiatriques, on va dire organiques, quoi.
Et du coup, on a regardé, je ne veux pas vous faire le détail, mais on a regardé ça dans 2 tests qu'on a fait, soit de neurologue, soit de psychiatrique, avec un collègue psychiatre au CHR, docteur Quesada. Donc ça, c'est un interne, Raphaël Joly, qui a regardé tous les patients qui ont été diagnostiqués avec une maladie neurologique, mais qui avaient une présentation psychiatrique initiale. Et on a regardé les signes atypiques qui ressortaient le plus souvent. Et on retrouve un petit peu sur ce qu'on trouve dans la littérature, c'est-à-dire la présence de confusion, la présence d'hallucinations visuelles, la présence d'une apathie, d'un syndrome frontal sur le bilan neuropsychologique. Et dans les pathologies psychiatriques, on trouve surtout des choses dans la schizophrénie et dans la bipolarité, un peu moins chez les patients déprimés. Ce qui ressort aussi beaucoup, et là aussi c'est assez naturel, hein, on a juste montré ce que les gens pensent de manière naturelle en psychiatrie, l'intolérance au traitement, la résistance au traitement, ça c'est vraiment des facteurs importants, si tant est que voilà, le traitement a été bien conduit et ça, c'est vraiment important. Si un patient résiste ou tolère très mal tous les traitements, il faut se poser la question de la neurologie. Le bilan neuropsychologique, qui est pas forcément toujours accessible ou facile d'accès, mais ça, c'est vraiment important pour cibler les patients. Et même des patients très déprimés où on se dit, bah, lui, il va jamais réussir au bilan neuropsychologique. Parfois, on est extrêmement étonné chez les patients psychiatriques où on se dit qu'ils sont tellement apathiques qu'ils font rien. Mais des fois, on est étonné de la capacité qu'ils ont à avoir notamment une mémoire extrêmement bien conservée, des tests qui sont par ailleurs pratiquement normaux, alors qu'ils ont un handicap fonctionnel très important. Donc, il ne faut pas hésiter à insister, faire le bilan neuropsychologique, même si le patient il n'est pas dans son état idéal, parce que malheureusement, dans ce genre de maladie-là, si on veut les tester et qu'on pense qu'il y a une maladie neurologique, c'est souvent parce que c'est des malades un peu instables sur le plan psychiatrique. Donc, ils reviennent rarement à un état parfait entre les crises. Et donc c'est bien de faire un bilan neuropsychologique. Tu peux passer. J'ai une petite question, si je peux. Oui, vas-y. Ouais, souvent, on entend mauvaise tolérance aux antipsychotiques. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu mets dans cette mauvaise tolérance-là? Alors, je mets surtout antipsychotiques en effet, mais il y en a qui tolèrent aussi mal les antidépresseurs. Je dirais que c'est quelqu'un qui, par rapport à l'habitude des patients que tu as, fait des effets secondaires plus rapidement à des plus petites doses. Et je dirais pas forcément des effets secondaires parkinsoniens, mais plutôt le patient qui devient confus dès que tu lui mets des petites doses d'antipsychotiques. Ça, je trouve, c'est particulièrement bizarre. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième thèse qu'on a fait plus récemment d'un collègue psychiatre, où il a regardé les patients qu'on a vus pour des avis, où justement on posait la question, est-ce que vous pensez que le tableau psychiatrique peut être expliqué par une maladie neurologique? Et on a regardé un peu toutes les atypies, et puis après on a regardé à quel moment on trouve un diagnostic neurologique et à quel moment on ne trouvait pas de diagnostic neurologique. Donc en bleu, c'est ceux chez qui on a trouvé un diagnostic neurologique, et en vert, quand on n'a pas trouvé de diagnostic neurologique. Donc déjà, on a quand même trouvé 18 diagnostics neurologiques sur les 60 patients qu'on a inclus. Donc il y a quand même une rentabilité qui est assez forte, même si ça paraît pas beaucoup comme ça, 20%, mais quand même, c'est des maladies qui restent rares. Donc en trouver 20% dans une population, c'est pas trop mal déjà. Et ce qui ressort, c'est que les patients qui débutent une maladie tardivement dans la vie, donc typiquement le bipolaire qui commence à 50 ans, c'est un gros signe d'alerte. La schizophrénie tardive à au-dessus de 40 ans, c'est un gros signe d'alerte. La présence de troubles visuels sur les bilans neuropsychologiques, la présence d'un syndrome frontal, la fluctuation des symptômes, l'intolérance au traitement, ça c'est des signes qui sont assez forts. Étonnamment, les hallucinations visuelles, on les a trouvées à peu près autant dans les diagnostics neurologiques que non neurologique, mais après, voilà, on reste sur une toute petite cohorte avec peu de diagnostics, donc on peut pas, c'est très très descriptif, hein, mais voilà, en tout cas, il y a des signes qui ont l'air de fonctionner quand même. Tu peux passer. Et dans ce contexte-là, on se retrouve avec un peu deux ambiances. Les pathologies du jeune, du coup, on va pas les aborder ce soir, c'est pas le thème, mais on a donc les troubles rapidement évolutifs avec une symptomatologie bruyante, ou les troubles lentement évolutifs avec l'ambiance neurodégénérative. Dans les troubles rapidement évolutifs, donc les facteurs déclenchants peuvent être infectieux, un changement de régime, des traitements introduits. Et du coup, il y a quand même une clinique qui va être primordiale. Cette clinique va nous faire aller vers un examen d'imagerie. Donc là, l'IRM,
sur lesquels on va retrouver des éléments qui vont donner des informations. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de vasculaire qui va faire un AVC, est-ce quelque chose d'inflammatoire qui va orienter vers l'encéphalite, ou alors quelque chose de symptomatologie qui va nous orienter plutôt vers un prison pour la maladie du Creutzfeldt-Jakob notamment. Et à l'électroencéphalogramme, on retrouvera un tracé soit en faveur d'une encéphalopathie, soit en faveur d'une épilepsie. Et ensuite, après ces examens-là, c'est là que je discute la fonction lombaire dont on parlait tout à l'heure. Et là, on va rechercher ce qu'on va un peu par rapport au syndrome qui va nous porter à notre diagnostic. C'est-à-dire que si on pense à un Creutzfeldt-Jakob, on va faire un 14-3-3. Si on pense à une encéphalite, on va rechercher des anti-onconeuronaux. Si on pense à une encéphalite thyroïdienne, on va chercher des antithyroïdiens, APL aussi. Voilà. Donc les deux diagnostics qu'on rencontre le plus souvent, même si ça reste des diagnostics rares, ça va être la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec des myoclonies, la forme cérébelleux et des troubles cognitifs qui apparaissent de manière vraiment très brutale et qui aura une évolution quand même très rapide et fatale. On a vu un dans le service l'année dernière, monsieur de 53 ans, et ça a été foudroyant. Et ensuite, donc, l'encéphalite immunitaire, donc, qui peut être des signes inflammatoires, des troubles cognitifs, l'apparition brutale en quelques mois, et peut avoir des symptômes psychotiques, d'épilepsie et des mouvements anormaux. Et dans les autres troubles, on a également aussi des troubles vasculaires avec le cadaville, dans lequel on retrouve des signes comme focaux, en forme pyramidale et troubles cognitifs. Dans l'urgence neurodégénérative, les troubles cognitifs et les troubles comportementaux vont arriver de manière plus progressive. Et en fait, c'est l'entourage qui sera notre premier interlocuteur. Généralement, les patients, pour eux, tout va plutôt bien. Bon, il se passe quelques petits trucs, mais c'est pas si grave. Et c'est souvent la famille qui amène la plainte principale. Et là, dans ce contexte-là, il faut vraiment s'intéresser aux antécédents familiaux de manière précise. Le bilan neuropsychologique est indispensable. Pour notamment sur la mémoire, les cognitions sociales, le sens exécutif et le langage. Là, au niveau de l'IRM, on va rechercher de l'atrophie ou alors des signes vasculaires. Le PET-FDG nous permettra de savoir si y a un hypométabolisme, mais souvent on le fera après une ponction lombaire si les biomarqueurs ne nous permettent pas de répondre à la question. Donc, dans l'urgence neurodégénérative, les différents diagnostics, donc le plus fréquent, on a la maladie d'Alzheimer. Ensuite viennent les DFT et la maladie à Cordoue. Donc ça, c'est un autre projet de thèse qui est... Ouais. Vas-y. C'est un projet du coup qu'on mène à la fois avec nos collègues du coup de gérontopsie et puis de neuro. On encadre une interne de neuro et en fait on essaie d'inclure des patients qui présentent un des critères de Raskowski, c'est les critères de DFT dont je vous ai parlé, après 40 ans. Donc des gens qui sont soit désinhibés au premier plan, soit apathiques au premier plan, soit une perte d'empathie ou un retrait social au premier plan, soit un syndrome frontal au premier plan. Et à l'issue de la consultation avec un neurologue ou un psychiatre, il existe une incertitude diagnostique si on a l'impression d'être dans un tableau neurodégénératif ou un tableau psychiatrique. Et donc l'idée, c'est d'inclure ces patients, de leur faire de la neuropsychologie assez détaillée, de faire une consulte binôme, donc c'est avec le docteur Keinec qui est la chef de gérontopsychiatrie du CHR. On les voit en binôme pour avoir une approche partagée et commune et voir un peu comment on a ressenti le patient, qu'est-ce qu'on en pense sur le plan clinique. Et puis après, de la neuropsycho assez détaillée, de l'IRM et de la scintigraphie. Et on essaie de les suivre assez longtemps pour essayer de voir si finalement on était capable de prédire dès le début avec des paramètres cliniques ou neuropsychologiques ou imagerie ce qu'ils allaient devenir dans le futur ou pas. Parce que ça reste une situation quand même d'incertitude extrêmement fréquente et pour laquelle on se trompe énormément. Il y a pas mal de fois où on est convaincu à la première consultation, on se dit c'est une démence frontotemporale, c'est sûr, il ressemble vraiment et puis en fait le patient il évolue et puis ça rentre dans l'ordre. En fait, c'était une dépression, ou alors c'était un bipolaire, on n'avait pas diagnostiqué la bipolarité. Enfin, c'est une situation où l'erreur, elle est extrêmement importante et où parfois les examens nous permettent pas de trancher. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de voir ces patients et
et de voir si la clinique et la neuropsychologie nous permettent d'avancer. Tu peux passer. Et ce qui nous permet de parler en fait d'une chose qu'on a développée à Rouen, c'est la consultation couplée de neuro et psychiatrie. Donc en fait avec le docteur Morin, 2 jeudis après-midi par mois, on consulte en neurologie tous les deux et on reçoit des patients qui ont des symptômes psychiatriques et neurologiques. Ils sont souvent adressés par les neuropsychologues du Centre Ressources Mémoire où on consulte, des neurologues, des psychiatres ou des médecins d'autres spécialités qui se retrouvent devant des symptômes assez atypiques. En fait, cette consultation permet d'avoir une vision pluridisciplinaire ponctuelle, donc sur les situations cliniques complexes, aux frontières des 2 spé. Et pendant cette évaluation, en fait, on réévalue donc le diagnostic et la thérapeutique quand on nous le demande. Donc c'est assez formateur pour les étudiants qui assistent. Et dans cette consultation-là, donc on l'avait débuté quand j'étais passé interne au Centre Ressources Mémoire, et puis là on l'a continué. Et on est quand même plutôt complet chaque après-midi. Voilà, je sais pas s'il y a des choses que tu veux ajouter sur notre consulte, Alexandre. Non, on est content. Voilà. Chercher une image de couple rigolote. Et, magnifique. Voilà, c'est bien. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir un peu de cette présentation, c'est que n'hésitez pas en fait à tester vos hypothèses, c'est-à-dire examiner vos patients, détailler la sémiologie, que ce soit sur le plan psychiatrique et neurologique. N'hésitez pas à les toucher, à les examiner. N'hésitez pas aussi à leur faire des petits bilans neuropsychologiques tout simples, hein, les 5 mots du bois, leur faire dénominer des images, un peu tester la mémoire sémantique sur des définitions, sur des personnalités célèbres, des choses qu'on peut faire assez facilement en fait en entretien. Et s'il y a des petites anomalies, ne pas hésiter du coup à demander au neuropsychologue, voilà, j'ai trouvé ça, est-ce que tu pourrais un peu pousser le bilan, traquer les atypies. Si on pense à quelque chose de peu fréquent ou rare, faut vraiment pas hésiter à aller jusqu'au bout et chercher. Les tests simples de dépistage biologique, aller à l'IRM quand on l'a à disposition, et ensuite le G, la ponction lombaire, et vraiment pas hésiter aussi à se rapprocher des neurologues pour pouvoir aller au bout des choses. Il y en a des très sympas. Et donc, mais pas tous. Mais il y en a quand même des très très sympas. Et il ne faut surtout pas s'isoler. C'est-à-dire que les interactions neurologues et psychiatres sont vraiment à développer. Nos 2 spécialités sont quand même faites pour s'entendre. Dans cette optique-là, nous, on a aussi développé un staff de neuropsychiatrie sur Rouen, où c'est une fois tous les mois, tous les 2 mois, je sais plus. Tous les 3 mois, pour à peu près. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on se réunit et on a une petite présentation au début du staff, et après on présente des dossiers, justement, qui sont vraiment à la frontière, où des collègues arrivent, disent bon, c'est plus trop, et puis on en parle tous ensemble et on essaie de débloquer la situation. Et puis c'est une consultation conjointe qu'on a développée aussi.